Salam alaikum Azoul, bonsoir. Rétro Info comme chaque samedi. Donc, nous allons traiter de sujets les plus saillants, comme on dit, de la semaine. Entre autres, donc, la fameuse déclaration de M. Msahel, ministre des Affaires étrangères, et ces sorties de Ouyahia et de Ould Abbas, qui semblent être seuls sur la scène politique, qui sont les seuls à s'exprimer. On n'entend qu'eux et personne d'autre. Donc voilà, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici Hassan Hairiche, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. Merci Hassan. Bonsoir. Avec nous, bonsoir. Bonsoir. Houssine Jidel, l'anthropologue que nous avons trop longtemps langui, nous l'avons invité 36 000 fois et ce n'est que maintenant qu'il condescend donc à être des nôtres. Merci Khouya Houssine d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Belle boroda. On verra après, on verra. Nazim Taleb, responsable du mouvement Rachad à Paris, qui devient donc un invité quasi permanent du Rétro Info. Merci d'être avec nous, Nazim. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Moi, j'espère que tu étais un peu plus chaleureux que Houssine dans le remerciement. Oui. Houssine, il a le trac. Il a le trac et pourtant c'est un habitué des autres chaînes de télévision, nos concurrents. Qui se lance dans le sujet. Nous allons commencer par parler de M. Msahel et sa fameuse déclaration. C'est quand même incroyable venant d'un ministre des Affaires étrangères. Il a été en dessous de tout. On n'a jamais de mémoire de journaliste entendu un journaliste se livrer à de telles injures, à de tels écarts de langage. Un ministre se livrer, oui. Pas un journaliste. Ah pardon, oui. Journaliste. J'en perds mon or. C'est incroyable. Il a dit, c'est quoi le Maroc Maroc, c'est pourquoi? Parce que quelqu'un dans l'assemblée du FCE, le forum des chefs d'entreprise, donc avait loué les efforts des Marocains, notamment en matière de banque. Le Maroc a réussi à percer dans des pays très loin du Maroc. Il est très connu maintenant en matière de banque et en matière de compagnie de navigation aérienne. Oui, c'est ça. Et donc, et autre chose. Dans plusieurs domaines. Voilà. Oui. Alors lui, pour lui répondre, il lui a dit, c'est quoi le Maroc? Mais en ces termes, c'est quoi le Maroc? Le Maroc, c'est les banques, c'est pour blanchir l'argent du kiff. Et la compagnie aérienne marocaine, elle transporte autre chose que des passagers. Rien que ça. En plus de dire des choses comme Doing Business a dit qu'il n'y a que l'Algérie dans l'Afrique du Nord, ni l'Égypte qui passe son temps, il n'a même pas dit emprunter, qui passe son temps à prêter de l'argent. Parce qu'il ne fait pas de différence entre prêter et emprunter. Ni la Libye qui est dans la pagaille, ni la Tunisie qui rencontre plein de problèmes, ni le Maroc, il n'y a que l'Algérie. Et nous allons donc en parler après les titres. Mediapart, Abdelkader Msahel, le guignol de la diplomatie algérienne, par Rachid Babouche. Algérie part, Ahmed Ouyahia aux autorités marocaines. Tant pis pour vous, ce n'est pas notre problème, par Abdou Samar. Observe Algérie, Ould Abbas. Bouteflika n'acceptera pas d'être le candidat de l'armée en 2019 par Jugurtanem. Alors, l'affaire Msahel qui se lance. Nazim. L'affaire Msahel, c'est un fait grave. Un ministre qui, publiquement, devant des chefs d'entreprise algériens, qui traite un pays frère, de tels propos, c'est tout simplement abject. Moi, encore une fois, on est tout le temps humilié par ce genre de déclarations irresponsables de nos soi-disant responsables, justement. Et moi, pour l'occasion, donc je ne veux pas revenir, parce que ça a été dit, heureusement qu'il y a les Algériens qui ont répondu massivement dans les réseaux sociaux pour dénoncer ces tels propos, parce que je tiens quand même à le dire, les Marocains sont un pays, c'est des frères, d'accord? Ça fait des millénaires qu'on est un seul peuple, et ce n'est pas des déclarations irresponsables comme celle qui a été faite par le ministre Msahel qui vont
créer un clivage entre nos deux pays. Et je rappellerai pour l'histoire que l'étoile nord-africaine, quand elle a demandé l'indépendance, elle les a demandées pour les 3 pays. Donc on est un et indivisible. Et au sein du mouvement Rached, on milite pour le Maghreb el-Kabir, le Grand Maghreb. Que ce soit arabe ou amazigh, peu importe, l'essentiel, le Grand Maghreb. Et moi, je voulais quand même revenir sur les déclarations de Doing Business. Et donc, vous nous avez ramené un document. Et donc, je ne sais pas si le technicien peut zoomer. Oui. Donc, M. Msahel, il dit qu'il n'y a que nous. Oui, il a dit selon Doing Business, il n'y a que l'Algérie. Il n'y a que l'Algérie. Ils sont très loin derrière. Voilà, ils sont très loin. Oui. Donc, si le monsieur peut zoomer, oui. on peut voir que le Maroc, il est classé 68e. Oui. Dans le monde. Dans le monde. Oui. Donc, 4e en Afrique. Oui. Puisque là, c'est le classement en Afrique. Oui. Et l'Algérie, c'est 156. C'est-à-dire 2 fois plus. Très loin derrière très loin, le Maroc. Et 15e au niveau africain. Donc il a menti, M. Msahel. Donc Msahel, à chaque fois on nous dit, vous l'opposition, vous dites des contre-vérités, vous attaquez, etc. Là, c'est quand même Doing Business. C'est le document de Doing Business donc Msahel, il ment publiquement. De quelle année? C'est un classement 2016. Ça veut dire le dernier? C'est le dernier. Tout le monde peut aller sur ibrd.da. Et ils ont le classement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez donner les références aux gens qui peuvent aller sur Internet pour le... Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les gens? Non, ils vont juste Doing Business, ils écrivent Doing Business. Doing Business. Et là, c'est marqué Economy Rankings. Voilà. Ouais. Donc, je n'ai pas fait plus que classement Doing Business. C'est incroyable. Voilà. Et ça sort automatiquement. Et après, là, vous pouvez filtrer, vous dites, voilà, je voudrais le classement sur Middle East and North Africa. Donc le Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'il a pris de donner de tels chiffres alors qu'il est possible donc de vérifier que ce n'est pas vrai? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il est préoccupé par autre chose que de vérifier les sources qu'on lui donne, tout simplement. C'est des gens qui prennent ce que leurs comment dire, subalternes leur disent sans vérification, sur rien du tout, pour dire voilà, l'Algérie, elle est... Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais on est dans le populisme, on est dans le mensonge. C'est-à-dire qu'on ment et les gens applaudissent. C'est incroyable. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et second point, quand il dit « ça, c'est quand même grave et ça reflète quand même l'autosuffisance de ces gens-là. En français, ça veut dire qu'ils ne vont pas nous impressionner. Parce que vous parlez par exemple à des scientifiques américains, anglais, français, de tous les autres pays, ils sont toujours impressionnés par le développement des autres pays, comme la Chine, l'Inde, etc. Donc, quand on est impressionné, c'est-à-dire qu'on est dans une concurrence, qu'on est c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une avancée, on veut le suivre ou le surpasser. Nous, non. On ne se dit pas, ah non, le Maroc, on prend acte de notre médiocrité, on prend acte que le Maroc, aujourd'hui, il a fêté pour 2017 sa millionième voiture produite en 2017, 3 millions. Lui, parlant de Renault par allusion, dit qu'est-ce que c'est une zone de libre-échange où on emploie quelques Marocains. Il ne dit pas des milliers de Marocains, il ne dit pas que Renault-Maroc par rapport à l'Algérie, c'est autrement plus sérieux, que c'est un pays qui exporte des voitures. On parle juste de l'usine de Tanja, et l'usine du Maroc, de Barigou, je crois. C'est à Barigou qu'elle a... Mohammadi. Non, celle qui fait le symbole, Renault Symbole. Je crois qu'elle a été installée à côté d'Oran, en tout cas. Ouais. Les deux usines ont coûté la même somme, 2 milliards, 2 milliards. Une produit 200 000, elle a une capacité de production de 200 000 véhicules. L'autre, elle a une capacité, en Algérie, de 20 000, chercher l'erreur. Et l'Algérie ne peut pas exporter. Elle ne peut pas exporter. Non, elle ne peut pas exporter. Et elle fait un seul modèle, voilà. Contrairement au Maroc. Avec une économie beaucoup moins intégrée, que l'intégration des véhicules. Je ne pense pas que ça puisse coûter la même chose quand même, parce que la différence est monumentale entre les deux complexes. En Algérie, c'est un petit garage où on fait du petit montage, alors qu'au Maroc, il y a toute la sous-traitance qui est derrière, il y a des milliers d'ouvriers. D'où le taux d'intégration qui est beaucoup plus important au Maroc qu'en Algérie. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est autosuffisant. C'est quelqu'un qui ne se remet pas en cause. C'est quelqu'un, malgré la médiocrité de notre pays, à tous les niveaux. Vous voyez, par exemple, Pharaon, elle est en train de fêter la carte électronique. La carte électronique, elle a été créée dans les années 70. On est encore à fêter ça. Au Maroc, vous pouvez... C'est pas pour faire des compliments au Maroc, mais c'est surtout pour voir la médiocrité dans laquelle on est tombé malheureusement en Algérie. Moi, ce que je relève, quand il dit qui ne nous impressionne pas, en PNL,
on analyse exactement de façon contraire. Ça veut dire qu'il est impressionné. Ça veut dire que ça lui fait peur. Ça veut dire qu'en fait, il s'est rendu compte de la réalité, à la fois économique, politique, sociologique. Et donc, c'est comme si je vous disais, n'imaginez pas un chat. La première chose que vous faites, c'est de l'imaginer. Absolument. Donc, c'est exactement ça que psychologiquement, ce ministre des Affaires étranges, alors qu'il devrait être des Affaires étrangères, eh ben, finalement, effectivement, il voit l'avancée du Maroc en Afrique. Il voit l'éviction petit à petit de l'Algérie, de l'échiquier politique, du rôle qu'elle avait il y a quelques années en Afrique et dans les pays du tiers-monde en général. Donc effectivement, le Maroc a fait une politique des petits pas, sans crier gare, et puis il a mis en avant des compétences. Compétences au niveau de la banque, comme ça a été dit, au niveau de l'agriculture, au niveau du traitement des eaux, au niveau de l'aéronautique, au niveau des services, des assurances, etc. C'est bien qu'aujourd'hui, le Maroc est un des pays concurrents de l'Europe, de la France particulièrement, concurrent des États-Unis. Vous ne craignez pas de vous faire traiter d'agent du Merzen? Pardon? Vous ne craignez pas de vous faire traiter d'agent du Merzen? Oh non, mais j'ai quand vous faites l'apologie du Maroc? Parce que c'est à la mode hein, maintenant. Quand vous dites du bien du Maroc, vous êtes un agent du Merzen. Oui, mais bon, on connaît cette version. Depuis 1962, dès lors qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est dit, ce qui est fait en Algérie, c'est forcément une manipulation, c'est forcément la main de l'étranger, etc. Je ne suis pas en train de vanter le régime marocain qui a réprimé au RIF, qui réprime les militants des droits de l'homme, qui a eu une politique de répression évidente. Mais sur les aspects dont il parle, à savoir les aspects économiques, et parler de Air Maroc qui transporte autre chose que les voyageurs, il se trouve que la Royal Air Maroc aujourd'hui est parmi les compagnies les plus saines de la planète, en tout cas du bassin méditerranéen. Excusez-moi de vous interrompre pour l'anecdote. C'est des stewards algériens qu'on a chopés ici à Paris avec des psychotropes. Dans un steward, il avait 167 ecstasy dans sa valise. Hein. Donc c'est quand même pas les stewards ou les hôtesses marocaines qui ont été pris. C'est pas une seule reprise. À plusieurs reprises, il y a un trafic de drogue de la part du personnel d'Air Algérie, malheureusement. Donc c'est quand même. Ce qu'il faut en tout cas noter, c'est que c'est ni un langage de diplomate, ni un langage d'homme politique responsable, ni un langage d'un homme qui cherche l'intérêt supérieur de l'Algérie. Et puis c'est l'Algérie qui l'a humilié en se absolument, de telles... qui devrait chercher des alliances, qui devrait trouver une solution définitive au problème du Sahara, qui aujourd'hui est la plaie dans les relations de toute l'Afrique du Nord et qui empêche justement la construction d'un ensemble, d'un ensemble géopolitique de plus de 100 millions d'habitants et qui puisse faire face à la mondialisation d'aujourd'hui. Donc ce sont tous ces problèmes qu'il faut aujourd'hui voir, de comment lutter contre le terrorisme, contre justement le trafic de drogue aujourd'hui, contre le banditisme, le grand banditisme, contre les détournements, contre le blanchiment d'argent, etc. On a besoin, l'Algérie a besoin du Maroc, oui, comme le Maroc a besoin de l'Algérie. Et je pense que si l'Algérie devenait un pays sérieux, aujourd'hui, on pourrait construire un ensemble géopolitique nord-africain viable et économiquement stable, politiquement en possibilité d'amélioration en matière de démocratie, en matière des droits de l'homme, ainsi de suite, et avoir un partenariat avec l'Europe particulièrement, mais avec les grandes puissances émergentes qui aujourd'hui investissent en Afrique. Ouais. Je pense qu'on aurait eu notre mot à dire au niveau de la planète qui est en pleine mutation. Et là, on assiste malheureusement à un langage de concierge, il faut dire les choses comme elles sont, un langage qui mène nulle part, sinon à l'impasse, et un langage indigne d'une Algérie qui a donné des millions, qui a sacrifié les meilleurs de ses fils. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter
et de repenser l'Algérie de façon stratégique et non pas une gestion à la petite semaine. Hussein. Moi, je pense que la déclaration de Msahel s'inscrit dans l'absurdité algérienne. L'absurdité algérienne qui consiste à faire de l'anti-marocain. Je rappelle que vous êtes anthropologue. Hein. Oui. Moi, j'ai connu Msahel quand il était ambassadeur d'Algérie au Burkina Faso. Je l'ai rencontré personnellement. On était dans une délégation universitaire à l'époque. C'est les États-Unis, un centre de recherche américain qui a financé l'opération. Je l'ai rencontré, il était ministre d'Algérie, c'était en 88. Et donc, on a eu une discussion avec ce monsieur à l'époque. Et on a vu le décalage, parce que moi j'étais aussi révolté à l'époque, j'étais encore jeune, universitaire, je viens juste de terminer mes études à l'université de Constantine, et j'ai voyé l'Algérie, l'influence de l'Algérie en Afrique, et le discours des responsables algériens qui n'est pas à la hauteur de ce que l'Algérie doit avoir comme influence en Afrique. L'Algérie a cessé d'avoir une influence en Afrique, et c'est ça qui irrite Msahel et les gars du régime. Surtout que l'anti-marocain, le sentiment anti-marocain, le discours anti-marocain, c'est une culture au ministère de la Défense, dans l'armée et au ministère des Affaires étrangères. C'est une culture, c'est des générations qui ont été formées sur quand on a un problème, on doit attaquer le Maroc. Et n'oublions pas, pour être objectif, les Marocains font pareil. Donc ce discours anti-algérien, anti-marocain de la part et de l'autre sert les deux régimes. Quand ils ont des problèmes, ils font avec ce discours la diversion. Mais bon, M. Msahel est allé trop loin dans le mensonge et dans l'absurdité, puisqu'il parle de transport, le blanchiment de l'argent de hashish par les banques marocaines. Hussein, je vais vous interrompre. Nous allons l'écouter, je reviens à vous. Nous allons écouter pour mettre le doigt sur la plaie. Maroc compris, parce que très souvent les gens nous comparent au Maroc, mais Canouelo. Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish, tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Si c'est ça une banque, m'échappe. Donc, واحد ما يخلعنا personne. Et Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. Nous, on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie. Ni l'Égypte, ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc. L'Égypte a de gros problèmes économiques. L'Égypte passe son temps à prêter de l'argent à le FMI, à Daflan, à Dafiltan. Alhamdoulilah, on a payé notre dette par anticipation. Financement non conventionnel, c'est une bonne chose. Tout le monde le fait. Ça nous éloigne de l'endettement. Ensuite, doing business, c'est pas la Tunisie. La Tunisie a des difficultés énormes. Le Maroc, tout le monde sait ce que c'est que le Maroc. Le Maroc, c'est une zone de libre-échange. Ouais, je suis le Maroc. Des sociétés françaises ont créé une zone, elle construit une usine, elle fait travailler quelques Marocains ou à la Macan. Doing business, c'est l'Algérie. Hussein. Vraiment, il faut avoir vraiment... il faut être vraiment quelqu'un d'absurdité, absurde pour dire ça. Parce que je rappelle à M. Msahel quand il dit ça. Bon, si les banques... Les Marocains, ils ont au moins une banque. Nous, on n'a même pas une banque. On n'a pas de banque. Du tout. Ça fait plaisir qu'on trouve des banques marocaines, ça veut dire de l'Afrique du Nord. Hein. Ici en France, à chaque pas, on trouve des fois, dans ma ville, là, il y a une petite ville de 80 000 habitants, 4 banques marocaines. Donc, eux, ils ont des banques, ils blanchissent de l'argent. Mais vous, les Algériens, le régime algérien, vous blanchissez l'argent volé. C'est même pas du hashish.
de voler au peuple algérien, vous le blanchissez en France. Eux, ils blanchissent l'argent du hashish, ils blanchissent pour faire quelque chose pour leur peuple et pour leur patrie. Et vous, vous faites le contraire. Hein? N'oubliez pas, je lui fais rappeler, nous, l'Algérie, c'est le premier partenaire en Afrique de la Russie en matière d'achat d'armement. Khorda, on achète Khorda. Le premier partenaire économique de la Russie, c'est le Maroc. Parce qu'ils ont quelque chose à vendre, ils ont quelque chose à exporter. Qu'est-ce qu'on exporte, nous? Qu'est-ce qu'on exporte? Il y a j'ai lu dernièrement, il y a un plan, soi-disant, ministère des Affaires étrangères pour actionner l'offensive de la diplomatie algérienne pour reconquérir l'Afrique. Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan culturel. Je rappelle que l'Algérie est le plus grand pays africain en termes de surface, oui. Que c'est l'un des pays les plus riches du continent en termes de ressources, que c'est le pays le plus riche ou l'un des pays les plus riches en termes de réserves hydrauliques, oui. Que c'est l'un des pays les plus riches en termes de jeunesse, puisque pratiquement 60% de sa population a moins de 30 ans, qu'il a tous les atouts, sauf le principal, c'est une médiocratie. Oui. On demande seulement de faire de réaliser une seule réussite que le Marocain en fait. C'est le seul pays arabe qui a l'autosuffisance alimentaire en légumes, en fruits et en viande blanche. C'est le premier pays producteur de sardines dans le monde. Allez-y en Algérie, vous avez des milliards, mille milliards. Pourquoi vous dites que c'est le seul pays arabe? Pourquoi arabe? Vous ne craignez pas d'insulter les gens qui ne se reconnaissent pas dans cette identité? Non, aucun arabe, je dis les pays arabes parce qu'on appartient à cette... À une sphère. Oui, mais attendez, quand je dis arabe, je ne parle... Oui, je à la vais limite, au-delà. maghrébin, je parle culturellement. Arabo-berbère à la limite. Non, mais l'entité, on ne va pas polémiquer. Non, mais on ne va pas polémiquer. Non, la mazirité est une partie de nous. Non, je parle culturellement. Alors, il faut dire arabo-amazir. Non, culturellement, on appartient à la grande sphère arabe. Non, à la grande sphère amazir. Mon Dieu, c'est la première. Mais allez, on va passer parce que sinon... Désolé. On ne va pas faire les mêmes erreurs que ce personnage-là. Écoutez. Moi, je voulais par rapport à ce qu'il a dit... Je compare l'Algérie et le Maroc avec l'Arabie Saoudite, avec les pays qui ont les mêmes moyens, qui appartiennent à notre culture, qu'on appartient à leur culture. J'ai exclu les noms arabes. J'ai exclu les noms arabes tels que la Turquie, l'Indonésie et d'autres pays pour dire les pays musulmans parce qu'il y a des pays musulmans qui ont réussi. Je dis uniquement cette sphère. Les gens qui ont du pétrole, parce que les pays arabes, ils ont du pétrole. Ils ont du pétrole comme nous. Ils n'ont pas pu réaliser ce que le Maroc a fait. Il n'a ni pétrole ni gaz, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire. Aucun pays n'a cette autosuffisance. Mais Houssine, vous avez été au Maroc? Oui. On m'a parlé de l'autoroute, le projet de l'autoroute marocain et le TGV. Il paraît que l'autoroute, elle est aussi bonne que les autoroutes européennes. Il y a Jamaldine. Le Maroc, il a fait le TGV. Le TGV, il l'a fait avec le moindre coût. Nous, on a payé le métro d'Alger en 2004, quand Sarkozy était ministre du budget. Et on a encore des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Donc, dites-moi, la politique, c'est quoi? Quelle est l'intelligence? Elle est où? Elle est aux côtés de l'Algérie ou aux côtés du Maroc? Le Maroc, avec rien, il réalise des projets fiables et rapidement. L'Algérie, avec son argent, son potentiel humain, son potentiel de richesse et son potentiel historique aussi. N'oublions pas ce que la révolution algérienne a donné à ce peuple. Notre influence qui était à travers en Afrique et au tiers-monde, elle est due à cette révolution. On était considéré comme le peuple le plus révolutionnaire de la région méditerranéenne. Alors, actuellement, on est où? On est à bas de l'échelle. On est arrivé à un point, Jamaldine, il y a 2 semaines, des associations maliennes menacent l'Algérie de poursuites judiciaires parce que l'Algérie maltraite les clandestins maliens. Oui. Depuis quand, je ne dénigre pas le malien, depuis quand ces pays africains qui sont nos frères et qui sont aidés énormément par l'Algérie osent traiter l'Algérie de telle?
ça veut dire nous sommes bas de l'échelle. Yani, tout le monde peut attaquer cette Algérie. Pourquoi? Parce que cette Algérie, elle est faible, cette Algérie, elle n'est pas dans son rôle, elle est absente sur le plan international, elle est absente sur la région. Écoutez, les Émirats et les Arabes Unis et l'Égypte, ils viennent dicter une situation géopolitique chez nous à travers la Libye. Et nous, on est incapable de changer le jeu. Heureusement qu'on a il faut bien le dire, la politique algérienne vis-à-vis de la Libye, c'est une politique à encourager parce qu'on a refusé la solution militaire. Oui. Mais nous ne sommes pas à la hauteur du danger et nous ne sommes pas à la hauteur de ce que l'Algérie pouvait faire. Donc, nous sommes, la faiblesse, elle est là. Et c'est pour cela, M. Messahel, comme tous les gens de régime, ils cachent leur faiblesse et leur échec. En désignant un bouc émissaire. Voilà, par ce genre de dernier mot sur la question avant de passer au sujet suivant. Sur la question, c'est qu'il n'a pas dénigré que le Maroc. Là. Oui, l'Égypte, la Libye, la Tunisie. Voilà, absolument. Ce qu'il a parlé il n'y a que l'Algérie, il a dit. Des pays voisins, d'une façon absolument méprisante. Alors qu'un diplomate est censé faire son geste très important, le geste. Oui. Parce qu'il n'y a pas que le langage. Un geste de mépris, avec la paume de la main, comme ça, où il rejette carrément ces pays comme si c'était des moins que rien. Or, nous avons des leçons à prendre chez tous les peuples de cette région-là, et particulièrement les dirigeants de l'Algérie. Ils ont vraiment des leçons à prendre. C'est des pistes d'amélioration qu'ils devraient voir à travers le Maroc, à travers la Tunisie, l'Égypte, etc. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Moi, je dirais, si on devait faire un petit peu de psychanalyse sauvage sur le plateau, Messahel, en berbère en tout cas, mais je suppose en arabo-berbère, Messahel, c'est celui qui facilite, qui banalise son nom. Or, précisément, il est dans ce rôle-là et c'est très grave. Et nous passons au sujet suivant. Déclaration de Ouyahia et de Ould Abbas qui sont quasiment les seuls sur le terrain de l'expression politique. On n'entend plus parler de l'opposition, ni de qui que ce soit d'autres d'ailleurs, et même les médias sont de la partie, puisqu'ils ne relaient que les déclarations de Ould Abbas qui se lancent des accusations à demi-teinte, des déclarations. Par exemple, Yahya qui déclare que Chakib Khalil a été victime d'une injustice, et Ould Abbas qui lui répond, il dit... Monsieur Yahya assumera ses propres propos, ce n'est pas à moi de le dire. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas suivi dans cette histoire. Nous allons voir quelques images et nous allons en parler. Je crois qu'il y a des poursuites. Je crois que le ministre de la Justice, je l'ai entendu comme tout le monde il y a un mois, 2 mois, annoncer qu'il y a X milliers d'affaires. Maintenant, il y a eu des explosions de pétards qui, avec le temps, se sont révélées des injustices. Ce que Sonatrach a vécu, je l'ai dit, je le redis, je le redirai jusqu'au jour où je fermerai les yeux, beaucoup d'injustices ont été commises. Ce qui a été fait contre Chakib Khalil, il y a beaucoup d'injustices qui ont été commises. Je parle de ces cas qui font l'actualité contemporaine. Il y a des cas dans le passé également. Ces situations ont-elles porté préjudice à l'Algérie aujourd'hui? Sans aucun doute. Monsieur Ahmedou Yahya, sans aucun doute. Par rapport aux investissements des gens étrangers qui disent qu'il y a une instabilité juridique en Algérie. Dans sans aucun doute. Vous savez, madame, l'Algérie, c'est comme une très très grande famille. Quand l'image d'une famille est perturbée par des, qu'en dira-t-on, des cris et des bagarres, ça ne fait pas beau pour la famille dans son village. L'Algérie, c'est la même chose. Quand on crée des situations réelles ou surfaites ou parfois même inventées, à ce moment-là, ce n'est pas beau pour l'Algérie. La stabilité juridique, nous sommes de ceux qui défendent la nécessité de ne pas passer son temps à réformer les lois, d'essayer de les appliquer toujours un peu plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, même sur une loi qui n'est pas économique, la loi politique de la loi électorale. Faut-il être confiant? Dernière question. Bien sûr qu'il faut être confiant. Bien sûr qu'il faut avoir confiance en tout le monde? Mais définitivement. Question d'un auditeur qui vous dit, Monsieur Ahmedou Yahya, il aimerait savoir quelle est la position de votre parti par rapport aux déclarations de Monsieur Messahel et la réaction violente et médiatique du royaume chérifien. Le RND considère qu'il est un parti politique algérien. Vous me direz, c'est une évidence. Donc, tout ce qui concerne l'Algérie vis-à-vis de l'extérieur, nous sommes derrière notre gouvernement à 100%. Que nos voisins s'émeuvent, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux, ce n'est pas notre problème.
Donc voilà, d'abord, il affirme s'exprimer en tant que chef du RND, non pas en tant que Premier ministre. Mais il ne le fait pas à huis clos, au milieu de ses militants. Il le fait publiquement à travers une chaîne de radio, qui est complètement ahurissant. Ensuite, chef du gouvernement, Premier ministre, il se substitue à la justice pour dire que Chakib Khalil est victime d'une injustice. Ensuite, il déclare au sujet de la déclaration de Messahl qu'ils sont tous derrière lui et que si nos voisins marocains s'émeuvent, pour reprendre ces termes, tant mieux pour eux, je ne comprends pas pourquoi il dit tant mieux, ou tant pis pour eux. C'est la confusion totale. D'abord, s'il s'exprime en tant que chef de parti, visiblement c'est un parti qui n'a pas de porte-parole. Or, il y a confusion justement des rôles. Il est d'abord Premier ministre. Oui. Et c'est à ce titre-là, évidemment, qu'il est invité, qu'il est écouté, qu'il est entendu. Et la responsabilité de ces paroles, c'est en tant que Premier ministre. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'il parle des injustices. S'agissant de Chakib Khalil, effectivement, il se met là face à la justice algérienne qu'il délégitime, qu'il dénigre carrément, et il oublie les injustices qu'ont subies les cadres dans les années 90 par lui-même, des cadres licenciés, des cadres mis en prison, des milliers de cadres avec des procès en sorcellerie. Oui. Et donc ça, il a oublié les injustices par rapport au Mzab, le docteur Kamal Delfra, avec tout ce qu'il a déclaré sur un militant des droits de l'homme comme celui-ci. Il y a une injustice flagrante par rapport au peuple mozabite, par rapport à sa culture, à son histoire, à sa spécificité religieuse, ainsi de suite. Monsieur Ahmed Yahya oublie les injustices par rapport à Arbrab auquel on met les bâtons dans les roues pour pouvoir non seulement prospérer par rapport à son entreprise, mais pour créer de l'emploi, pour participer à l'économie nationale. Moi, je dirais que Arbrab, il est un peu des leurs. Il se trouve qu'à partir du moment où il n'a pas marché avec eux à la dernière minute, hop, tout de suite exclu, ça reste des querelles intestines, marginalisé, etc. Ouais. En tout cas, c'est mon opinion. Oui, bien sûr. Donc, l'injustice par rapport à l'immigration dans la dernière constitution, où on a mis de la suspicion pour tout ce qui est immigré. Ils n'ont pas le droit d'accéder à tel poste, ils n'ont pas le droit d'accéder à ceci et à cela. C'est particulièrement gravissime. Et c'est lui qui parle d'injustice. Et c'est lui qui parle d'injustice. Le problème est qu'en Algérie, aujourd'hui, il n'y a pas de chef. Il n'y a personne pour recadrer tous ces ministres, tous ceux qui prennent la parole à tout va, parler n'importe comment, à représenter l'Algérie de n'importe quelle façon. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une ligne directrice, il n'y a pas une stratégie. C'est une gestion, encore une fois, à la petite semaine. Et dès lors que c'est une gestion à la petite semaine, on va droit dans le mur, on commence la cacophonie. Les partenaires de l'Algérie sont affolés. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Ils ne savent pas exactement de quoi il en retourne. Et il y a un changement de règles du jeu en plein jeu. Il y a des changements de fiscalité, des changements au niveau du droit, des changements au niveau des règles par rapport à l'investissement étranger en Algérie. Et je peux multiplier évidemment des exemples comme ça très 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 nombreux, ce qui fait que l'Algérie aujourd'hui, vis-à-vis de nos partenaires, ce n'est pas un pays sérieux. Et c'est très grave. Nazim ? Bon, alors il y a plusieurs points à ce que Yahya a dit. Premièrement, il dit que c'est une injustice. Bon, déjà, c'est une interférence directe dans ce que, pendant des mois, il nous disait l'Algérie, c'est un pays d'institutions, et donc on a l'indépendance des institutions, l'exécutif, le législatif et la justice. Donc lui, il estime que la décision, elle est injuste. Donc s'il estime que la décision, elle est injuste, donc ça veut dire que la justice en Algérie ne fait pas son rôle, puisqu'il estime qu'il a été injustement traité. Et puis il n'a pas dénoncé, alors qu'au moment où Chakib Khalil a été inquiété. Ah non, il a fait où Yahya était dans les affaires, pas dans les affaires, aux affaires.
Oui, non, il était responsable. Pourquoi il n'a pas dénoncé à ce moment-là? Il était au cabinet de Bouteflika, il n'en a pas... Mais il était surtout dans le clan, dans l'écurie de Toufik, lequel Toufik a inquiété Cheikh Khalil. Rien ne dit qu'il a changé de clan, ça c'est un autre sujet. Donc s'il y a une injustice, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de justice en Algérie, de toute façon, donc, là il le dit clairement. Et si on dit que s'il y a une interférence, ce n'est pas un pays d'institution. Donc là, encore une fois, il n'y a pas d'institution en Algérie puisqu'il y a une interférence directe du Premier ministre dans une décision judiciaire qui, pour rappeler aux Algériens, M. Chekib Khalil a été mis en cause dans l'affaire de Saipem. Il a été mis en cause pour des transferts de fonds qui ont été faits à sa femme pour un montant de 1,2 million. Il a été mis en cause pour créer des sociétés offshore au Panama. Donc, il y a des faisceaux d'indices où, normalement, Yahya, s'il était vraiment un chef d'État digne de ce nom, il aurait quand même pris des pincettes. Il aurait dit, on aurait dû quand même ouvrir... Et il faisait même partie d'une instruction judiciaire en Italie. Lui et son associé Bjaoui. C'est dans l'affaire Saipem, effectivement. Voilà. Il y a eu effectivement, ils ont dit qu'il y a eu quand même une malversation de 200 millions, 180 à 200 millions de dollars. Donc il y a quand même un faisceau d'indices pour dire quand même il faut réouvrir quand même ce dossier. Oui. Et je le rappelle aux Algériens qu'il y a eu une cacophonie. Le Chekib Khalil, il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été annulé pour vice de forme parce que normalement les hauts officiers de l'État doivent être jugés par la Cour suprême et non pas par une cour de première instance, à savoir la Cour de tribunal de commerce. Tribunal d'instance. Et le procureur général qui avait annoncé publiquement à la télé, il a été dégagé, il a été renvoyé à ses foyers. Voilà. Alors ça c'est le deuxième point. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que disait monsieur par rapport à Rbrab. Rbrab, c'est tout simplement... voilà, c'est une victime de clan. Il faisait partie du clan Toufik. Je ne vais pas le pleurer, monsieur Rbrab. Il a eu 6 000 ou 9 000 milliards de crédits. Mais Hassan a dit que c'est son avis. Hein. Non, mais il faut quand même dire, il faut restituer... Rbrab, c'est quelqu'un, c'était un simple expert comptable. Il a repris une société d'acier quand il a embradé les sociétés. Mais on ne va pas refaire l'histoire de Rbrab. Non, mais voilà, on reste toujours dans tout ce qui est clan. C'est-à-dire, vous avez un clan, quand le clan... il gagne, il prédomine, il domine, il supprime l'autre clan. S'ils avaient des preuves contre Rbrab, ils n'auraient pas hésité à le casser. Non, ils n'ont pas besoin. Là, il est revenu aux affaires. Les seules preuves que nous avons, c'est qu'effectivement, dans le port de Béjaïa, on bloque des machines importées par M. Rbrab qui étaient destinées à construire une usine. Et aujourd'hui, il n'y a aucune preuve. Et comme ce n'est pas le sujet du jour, Hassan, donc... non, mais Hussein. Oui. Pour le moment, c'est une victime. Oui. Bon, bon, il a depuis des années, il avait le monopole du sucre et de l'huile. Même si les prix baissent dans le monde, Rbrab encore exploite les Algériens et je ferme. Voilà, il avait son quota de 150 et puis sa fortune, c'est dû à Toufik et à Général Touati et on ferme le truc. Non, on ne ferme pas, il faut le prouver. Mais attendez, on ferme et qui m'attaque en justice. On reprendra peut-être une autre émission. L'essentiel. Je reviens à Yahya. Yahya, il est fidèle à soi-même. Il n'a aucune conviction politique. Là, il est en train de défendre le clan présidentiel. Mais il faut dire, Chekib Khalil fait partie du clan présidentiel. Pourquoi il le fait? Dans quel objectif? Moi, je peux dire que le gars, peut-être qu'après le rapport de DCI sur le rôle néfaste de Yahya dans l'alimentation de tensions en Algérie, il se rapproche encore plus du clan présidentiel. Contre le FLN. Il veut absolument affaiblir le FLN. Il sait bien qu'il y a des grandes tensions au sein du FLN, que Ould Abbas n'arrive pas à maîtriser ce parti, et que la perspective de 2019 fait qu'un FLN affaibli, ça veut dire un rôle plus important ou un RND, parce que c'est les deux pieds du régime. Où Yahya, il est en train de jouer perso, comme toujours. Moi, je m'attendais à ce que vous me disiez, il est en train de jouer contre le DRS, qui est en train de dire je suis toujours là. Preuve, le titre de DSA. Ça m'étonne, le FLN, pour moi, il ne compte pas. C'est une force même pas périphérique. Ce sont des relais absolument secondaires. Oui, mais Jamal Din, dans le paysage politique algérien, on compte toujours sur deux pieds, sur
les partis. Sur les deux façades. Pour n'importe quelle construction de champ politique, on doit passer par ces gens-là qui se trouvent partout dans les wilayas, dans les daïras. Ce sont des jetables interchangeables. Mais même vous avez besoin, comme ici, dans les partis politiques, vous avez besoin... Ould Abbas, il a une quelconque importance? Non, ce n'est pas Ould Abbas en personne, c'est le FLN, c'est l'appareil. On a besoin de l'appareil, on a besoin de ces moudjahidines, on a besoin de justifier, de trouver des gens qui parlent au nom de ce régime, de dire que, de porter la parole à la place du régime. Et donc, le régime il a besoin de ces appareils. Les deux, le RND qui est une publication du DRS, et le parti historique du FLN. Moi, je pense qu'il est en train de jouer perso. Il est en train de faire tout pour affaiblir Ould Abbas pour les perspectives de 2019. Mais il y a aussi autre chose. Pourquoi Chakib Khalil, alors qu'il est responsable, lui? Oui. On sait bien que Chakib Khalil, malgré les preuves contre lui, il a aussi été victime de l'acharnement de DRS. Et on sait pourquoi. Je reviens... juste anecdote, on sait bien que le jour où Rabrab a signé avec Siemens, alors que Chakib Khalil était ministre, il était à l'extérieur, il a fait la déclaration que toutes les énergies de l'Algérie ce sont les biens du peuple algérien, de l'État, et personne n'a le droit de signer à la place de l'État. C'était qui a demandé à Rabrab de faire ça? C'était Toufiq. Le fait que Chakib Khalil s'insurge contre la décision de Toufiq, c'est Rab el-Zahir. Qui peut contester la décision de Rab el-Zahir? Et c'est à partir de là, c'est-à-dire que l'affaire Sonatrach, on a fait sortir l'affaire Sonatrach. Les faits de Sonatrach sont là, mais ils étaient entre les mains de Toufiq, et Toufiq, c'est lui qui a vendu la mèche aux Italiens. Mais tout le monde le sait. Mais donc, moi, je pense que défendre Chakib Khalil, c'est pour deux choses. Se rapprocher du clan présidentiel, dissiper le doute sur le rôle ambigu de Yahya. Il est avec qui? Avec le président, mais ses actes et son discours fait le contraire. Il alimente la tension au sein de la population. Il jette du désarroi. Donc, il est en train de... Mais deuxième chose aussi, est-ce que Chakib Khalil, comme on a vu le retour de Ould Qaddour, qui était dans cette affaire de Sonatrach, rien n'empêche que Chakib Khalil, peut-être, il va jouer un rôle. Et Yahya, il devance les choses. Il serait en train de le préparer? Non, il devance les choses. Il pense que peut-être le clan présidentiel peut donner à Chakib Khalil un rôle, n'importe quel autre, et toujours dans la perspective de 2019. Moi, je pense que Yahya, il est là, il est fidèle à soi, il est en train de travailler pour sa personne, uniquement pour sa personne, et rien du tout. Et nous allons, comme il ne reste que 10 minutes pour le sujet Ould Abbas, je voudrais juste que vous me disiez un mot sur cette fameuse déclaration de Yahya qui affirme publiquement, il dit je suis fier que mes élus se soient distingués. Nous n'avons eu que 200 élus qui ont été poursuivis en justice pour malversation. Nous n'avons eu que 200 élus poursuivis. C'est incroyable. Vous imaginez que dans n'importe quel pays au monde, que le Premier ministre, parlant de sa formation politique d'origine, dise « Nous n'avons que 200 élus qui ont été poursuivis pour corruption ». On se croirait dans un roman. Hein. C'est vraiment ahurissant. Parce que dès lors qu'il y a un seul élu qui aurait détourné, volé ou qui aurait été, je ne sais pas, dans des malversations, je pense que déjà la situation aurait été absolument grave. Nous allons l'écouter. Voilà. Nous allons l'écouter avant de passer au sujet suivant. هدوء وزن كقوة سياسية أولى في البلاد. الأفلان ما نتكلمش عن الرئيس، خلي الرئيس مرتبطين مع 2019. احنا واعيين كل واعي بهذا. ما نسمحوش في المحليات لأن ما انتصرناش في المحليات لأن نقولها ونكررها مترشح 2019 الرئاسيات يكون أفلان والرئيس يكون أفلان والدبلوماسية من صلاحية الرئيس فقط. وقع ما وقع مع المغرب الأخ وزير الشؤون الخارجية عمل تصريح احنا ما في انتظار تطورات.
Donc, malheureusement, nous sommes passés directement au sujet Ould Abbas. Je suis désolé pour la petite bévue, j'allais dire. Mais sinon, donc, Ould Abbas, nous laissons tomber Ouihia. Vous l'avez entendu. Le président sera du FLN, il le dit clairement. Hein. Alors que, même dans les législatives, les dernières législatives. Ça rejoint peut-être ce que j'ai dit. Ça veut dire, il répond à Ouihia pour lui dire, bon, il n'y aura pas de candidat au président du RND ou d'autres ailleurs. Il sera du FLN, ça veut dire indirectement. Il l'a dit d'ailleurs avant, ça sera le président de la République. Ça sera un 5e mandat. Et la réponse de Ould Abbas, qui dit que Ouihia doit prendre sa responsabilité, il a compris la manœuvre, en quelque sorte, de Ouihia. C'est quoi défendre? C'est un duel à fleuret moucheté et ils sont en train de se faire une guerre. Exactement. Qui va servir le prince, qui va servir le roi pour 2019? Ould Abbas n'acceptera pas que le RND prenne la place, du FLN dans la perspective de 2019. Il est en train de défendre son parti et en même temps son appartenance au clan présidentiel. Il ne veut pas de conquérant parce que Ouihia, il veut absolument être le premier dans le cercle, le plus proche au cercle présidentiel, le meilleur défenseur du clan présidentiel, et notamment pour 2019. Et Ould Abbas, pour moi, il a compris, il a répondu. Vous êtes responsable, vous assumez la responsabilité, vous n'avez pas à contester la justice. La justice, elle a blanchi entre guillemets, Chakib Khalil. Comment se fait-il que Ould Abbas, qui est du clan présidentiel, s'insurge contre quelqu'un qui défend son clan? Parce qu'il a compris que la défense n'est pas innocente. Elle n'est pas innocente. Alors, à vous deux, il nous reste 5 minutes environ, donc chacun... Très honnêtement, moi je pense que c'est des spéculations au même titre que celles qu'on trouve dans les cafés, dans un certain milieu journalistique et même dans certains plateaux de télévision, à savoir qu'ils auraient une influence quelconque, tous ces gens-là qui sont aux avant-postes d'un point de vue médiatique, mais pas plus. La réalité, c'est la même depuis 1962. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est que le président de la République est toujours choisi dans les coulisses par les hommes de l'armée, des services de renseignement et tout. Mais il dit, lui, dans une déclaration, le président n'acceptera pas d'être le candidat de l'armée. Mais c'est très intéressant ce qu'il a dit. Parce qu'il n'a pas dit qu'il n'acceptera pas d'être le candidat, mais il n'acceptera pas d'être le candidat de l'armée. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire la négative, en réalité, désigne ici l'affirmative. C'est-à-dire qu'à l'avance, il sait que c'est le candidat de l'armée. Si je vous dis le même exemple tout à l'heure, n'imaginez pas un chat noir, ça veut dire que vous allez l'imaginer. Et donc quand il dit il n'accepterait pas d'être le candidat de l'armée, en réalité, il attend que l'armée lui dise... C'est un appel du pied. Voilà, là, il attend que l'armée lui dise tu es candidat ou tu ne l'es pas. Nazib. Ou tu ne l'es plus. Oui, mais pour un petit peu... il faut quand même savoir une chose, c'est que les dernières législatives, c'est le FLN qui a remporté les élections. Donc, enfin, normalement, remporté, c'est très relatif. Bon, il y a eu 10% de participation. Voilà, 12% de participation. Le FLN, il a eu... peut-être qu'on lui a attribué les meilleurs. Voilà, je ne vais pas caricaturer. Je vais prendre les chiffres officiels. Et donc, à partir des chiffres officiels, je suis président. Donc, normalement, je dois nommer celui qui est arrivé en tête. Donc, normalement, ça aurait dû être un Premier ministre du FLN et pas du RND. Donc ça, c'est un premier point. Là où je voulais en venir, c'est que, comme il disait Houssine, il y a une bataille entre les deux. Mais il n'y a pas d'affaiblissement parce qu'au départ, le FLN, normalement, comme il a gagné, normalement, ça aurait dû être du FLN. Donc le RND, c'est qui l'a choisi pour être Premier ministre? Ça, c'est la première question. Et donc là, je rejoins effectivement ce que me disait monsieur. Quand il dit « je ne serai pas le candidat de l'armée », ça veut dire que déjà, vous y étiez candidat en 99. Donc là, déjà, vous avouez que vous étiez déjà candidat de l'armée et que vous n'acceptez plus d'être candidat de l'armée. Effectivement, et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et puis, ce n'est pas Ould Abbas qui va changer des règles aussi vieilles, aussi ancrées donc, dans les mœurs politiques. Donc, effectivement, on va revenir au schéma traditionnel où le président de l'Algérie
en 2019, va être, alors si ce n'est pas Bouteflika, bon, je ne sais pas l'avenir de quoi il sera fait, est-ce qu'il sera vivant ou pas, mais s'il ne sera pas vivant, ben à ce moment-là, le candidat, ça va être effectivement une combinaison des chefs de région, des renseignements, peut-être une consultation des gens, Al-Moualed, comme Ouyahia et autres, mais ça va rester quand même le candidat de l'armée. C'est moins d'une minute. Moi, je pense que pour ça, les choses sont claires. C'est toujours l'armée qui décide. Et je l'ai dit toujours que le frère du président, il l'a dit dernièrement, il a envoyé un message quand l'armée a fait une déclaration comme quoi que l'armée est une armée constitutionnelle, elle ne se mêle pas des affaires politiques. Ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises au nom du président, ce sont des décisions que l'armée ne conteste pas. Et puisque l'armée ne conteste pas ce genre de décision, elle n'est pas contre. Et c'est le message que vous voulez transmettre. Écoutez, vous dites que moi je décide à la place du président, oui, mais je le décide avec la bénédiction de l'armée. Parce que c'est l'armée qui détient le pouvoir, elle l'a toujours détenu et elle le détient jusqu'à aujourd'hui. Et c'est elle qui décidera en 2019 qui sera le président. Que ce soit un 5e mandat pour Bouteflika ou quelqu'un d'autre, ça sera les 16 généraux qui vont décider. Pourquoi 16 ? Pourquoi 16 ? Eh bien, non, pardon, 11 généraux. 11 généraux. Pourquoi les 6 chefs de région, oui. Les 3 chefs des corps de l'armée, le chef d'état-major et puis le chef de DCI. Ça fait 11. Donc, c'est ces gens-là qui vont décider qui sera le président de l'Algérie. Ce sera le mot de la fin. Merci. Rajouter 2 ou 3 puissances étrangères. Merci Houssine Jidel, merci Hassan Hirish, merci Nazim Taleb. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair wa salama.